Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode week-end de Tech Café, je suis Guillaume Vendée et je vous propose pour cet épisode un petit focus qui j'espère va vous intéresser autour du développement d'un service super intéressant. Juste un petit avertissement avant qu'on aborde ensemble cet épisode, si vous attendiez les news de la semaine, c'est l'épisode précédent, l'épisode hebdomadaire qu'il faut écouter, donc il faut remonter dans le flux du podcast et écouter l'épisode précédent. On va, dans cet épisode, vous parler du développement d'une plateforme en ligne. Je vais tout vous expliquer. Je suis accompagné, en tout cas, de Jonathan. Salut Jonathan. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu disais juste avant qu'on lance l'enregistrement que tu n'étais pas aguerri à l'exercice des interviews comme ça audio. Donc vraiment, 50 merci de te prêter à l'exercice. J'espère que je vais pas t'en dégoûter et qu'on aura l'occasion peut-être de te réentendre dans d'autres podcasts. Si je t'ai fait venir dans ce podcast, dans Tech Café, c'est que tu es derrière un projet qui techniquement est super intéressant, mais qui est aussi très intéressant sur le plan des usages. Alors je vais avoir quelques petits rappels à faire. Comme vous le savez peut-être, moi je suis un rôliste amateur, donc je passe pas suffisamment de temps à mon goût dans le jeu de rôle. Mais il y a un truc qui a été assez dingue pour moi ces derniers mois et ces dernières années, c'est les services en ligne. Donc pour jouer aux jeux de rôle sur table, quand je parle de jeux de rôle, c'est pas les jeux vidéo classiques que vous avez l'habitude de connaître, mais peut-être, tiens, si vous connaissez Stranger Things, vous savez que les enfants dans Stranger Things jouent à Donjons et Dragons, qui est un jeu de rôle sur papier, sur table plus exactement, donc chacun a sa feuille de personnage, il y a un meneur de jeu qui donne un peu des éléments de contexte et les joueurs expliquent ce que leur personnage aimerait faire. Et il y a des plateformes en ligne qui existent, il y en a d'ailleurs plusieurs qui sont sur plusieurs philosophies, mais il y a un projet qui a émergé depuis maintenant de nombreux mois et on va revenir un petit peu en détail sur la genèse de ce projet, c'est Let's Roll. Le principe, alors tu vas pouvoir me compléter et me contredire si je dis des bêtises, Jonathan, si jamais je le décris pas bien, mais je le présenterai comme étant un service déjà gratuit dans son approche, qui a des mécaniques d'achat dans le service, mais qui sont absolument pas essentielles pour faire fonctionner la plateforme. C'est vraiment des éléments cosmétiques et surtout qui ne fonctionnent qu'avec le navigateur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Jonathan, justement, qu'est-ce que c'est Let's Roll peut-être ? Ouais, t'as plutôt bien résumé. Donc effectivement, Let's Roll c'est tout gratuit, et puis il y a des éléments qui s'inspirent un peu du free-to-play qui permettent d'améliorer un petit peu la partie, comme avoir des jolies dés ou un joli cadre animé pour mettre sur son avatar, voilà, mais qui sont totalement optionnels. Et donc en fait, on peut faire tout ce qu'on fait autour d'une table de jeu de rôle classique, donc jeter des dés, mettre des jolies cartes ou des documents pour illustrer sa partie, mettre de la musique, et il y a tout un tas d'outils même qui vont au-delà d'une partie sur papier. Et ouais, tout ça est gratuit. Ouais. Effectivement, je pense que c'est même intéressant, même dans le cadre de cet épisode, qu'on détaille un tout petit peu, parce que effectivement, imaginez-vous que vous pouvez être devant une carte avec les quadrillages. On peut avoir des jetons qui sont rattachés à des personnages. C'est le cas d'ailleurs des joueurs, mais aussi de ce qu'on appelle les PNJ, donc les personnages non joueurs. Il y a la gestion de la musique qui aujourd'hui s'appuie sur YouTube notamment. Donc évidemment, le catalogue est immense. On a les systèmes de jeu aussi. Qui sont disponibles. Donc il y a évidemment plein de jeux de rôle et les systèmes de jeu des jeux de rôle sont intégrés à Let's Roll, ou en tout cas Let's Roll s'ouvre, on va peut-être en reparler un petit peu, mais s'ouvre sur les différents systèmes de jeu. Tiens, peut-être que c'est une première parenthèse qu'on peut faire juste avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Jonathan. Justement, Let's Roll intègre la possibilité d'avoir plusieurs systèmes de jeu. Ça, c'est une composante assez essentielle aujourd'hui dans une plateforme de ce type. Ouais, d'ailleurs, c'est techniquement parlant, ça a été un très gros morceau à développer. On appelle ça le system builder. En fait, c'est une interface à l'intérieur de Let's Roll qui permet de créer ses propres systèmes. Donc via du drag and drop d'éléments d'interface, du UI. Et du code, on peut aussi mettre des traductions, et donc on voit directement sa fiche de personnage et les fiches des PNJ ou des monstres se créer directement devant nos yeux, et on peut les tester en temps réel sur Let's Roll. Et donc ouais, on a des centaines de créateurs qui ont créé des systèmes pour tout et n'importe quoi, du petit jeu inconnu à du Pathfinder ou du Shadowrun.
Ouais. Mais c'est ce qui rend le truc hyper intéressant aussi, c'est que demain, si jamais vous êtes un joueur aguerri encore une fois et que vous voulez créer votre propre jeu de rôle, je pense que c'est un super moyen de le formaliser et puis quelque part de le faire tester quoi. Enfin, c'est vraiment un dispositif qui est hyper intéressant là-dessus. Jonathan, il est grand temps quand même qu'on sache un petit peu plus qui tu es. Alors, on va pas refaire tout ton CV intégralement, mais juste pour qu'on puisse un petit peu savoir quel profil tu as, notamment sur le plan du développement. Moi j'ai commencé le développement web quand j'avais 14 ans, c'était il y a 22 ans maintenant. Ça permet de situer ton âge. Ouais, j'en fais de manière professionnelle depuis 15 ans à peu près. J'ai navigué entre différents employeurs, je suis resté en moyenne 3 ans par employeur. J'ai longtemps bossé en PHP avec une spécialisation en Symfony et des sites à haut trafic, donc des sites qui font quelques millions de hits par mois. Et maintenant, depuis Let's Roll, je me suis spécialisé en Node et TypeScript. Donc JavaScript. Comment t'as vécu, enfin quelle formation tu as eu? Est-ce que tu es passé par des écoles en particulier? Est-ce que tu es très très autodidacte? Même si c'est quelque chose qu'on rappelle souvent dans Tech Café quand on parle de développement, c'est que bien souvent quand on s'approprie un langage de développement, évidemment il y a toute la mécanique du développement en tant que tel qu'on acquiert et après on peut garder en souplesse pour apprendre d'autres langages. Mais est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ta formation peut-être? Ouais, alors moi j'ai été purement autodidacte et je le dis tout de suite, c'est quelque chose que je regrette parce que j'ai pas eu mon bac, j'ai arrêté les études très tôt quand j'étais en seconde et j'ai tout appris sur le tas, soit en travaillant professionnellement, soit en travaillant à la maison, et en fait ça m'a vachement retardé dans mes compétences de développeur parce que j'ai pas acquis la rigueur que peut donner une école de développement, ou alors je l'ai acquis mais beaucoup plus tard que ceux qui ont fait des études. Ah, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que justement il y a tout un mouvement dans le développement alors que je semble percevoir peut-être d'un peu loin et peut-être que je me trompe, mais je pense notamment à une interview qu'on avait fait d'un étudiant de l'école 42 qui, alors bon, ça reste une école et probablement qu'il y a certaines notions d'apprentissage qui sont intégrées, mais je trouve que c'est quand même beaucoup basé sur le je me débrouille de manière encadrée, et donc effectivement peut-être qu'ils acquièrent malgré tout cette rigueur que tu dis manquer. Pour autant, quand on voit les résultats de ce que tu réalises, on peut se dire que tu as bien sûr rattrapé ce manque de rigueur, j'imagine. Mais bon. On va faire une petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur quel profil tu as en tant que joueur de jeu de rôle? J'ose même pas imaginer une seule seconde, Jonathan, qu'on puisse passer autant de temps sur un tel outil sans avoir un peu d'historique en matière de jeu pour avoir l'envie de passer du temps sur du jeu de rôle. Alors en fait j'ai commencé quand j'étais assez jeune, à l'adolescence. Ma première partie doit dater de quand j'avais 12 ou 13 ans peut-être, et j'ai commencé en tant que MJ directement. C'était sur du Shadowrun 2 ou 3 je crois, donc un monde cyberpunk, futuriste, et on a joué avec des potes à l'adolescence comme ça pendant 4-5 ans, et après j'ai arrêté pendant très longtemps et j'ai repris le jeu de rôle il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Justement en regardant des actual plays sur internet, ça a ravivé la flamme chez moi, et donc je me suis remis à jouer beaucoup, toujours en tant que MJ. C'est une fois qu'on a commencé comme MJ, en général on le reste longtemps. Mais ouais, j'ai repris et ça a complètement rallumé la flamme pour me lancer sur Let's Roll et voilà, et travailler dans le milieu, quoi. Ça me parle énormément. En fait, moi j'ai exactement le même profil que toi, finalement, et je pense qu'on est assez nombreux dans ces tranches d'âge à avoir vécu ça quand on était plus jeune. D'ailleurs, c'est marrant, je vois, c'est forcément une déformation de par mon profil et des articles que je consulte de ma veille, mais j'ai quand même l'impression qu'on est effectivement nombreux à être dans cette situation, et il y a plein d'analyses qui sont faites en ce moment autour de ce vécu du jeu de rôle, de quelque chose dont on a profité quand on était adolescent, et qui revient parce qu'en fait on se rend compte d'une part que les circonstances technologiques amènent des nouvelles choses, ne serait-ce que amènent des nouvelles envies, amènent des nouvelles possibilités. Let's Roll, je pense aussi, en est une bonne représentation. Et puis il y a cette envie effectivement de se replonger dans ces univers ludiques qu'on avait enfant, mais qui quelque part sont extrêmement pertinents
enfin aujourd'hui quoi. Je trouve que c'est vraiment un loisir qui a tout à fait son sens. Tu parlais d'ailleurs des actual plays, éventuellement de diffusion en ligne. Je sais pas, est-ce que t'as, je te piège un peu, hein, mais est-ce que t'as quelques recommandations ou citations de trucs que t'as pu regarder ou peut-être même écouter, qui t'ont donné envie d'en refaire ou que tu aimes particulièrement aujourd'hui? Alors, je vais prendre un grand classique, mais si vous comprenez l'anglais ou si ça vous dérange pas d'avoir des sous-titres, regardez Critical Role, c'est vraiment excellentissime. Excellent. Bon, c'est des anglais, mais et c'est les plus connus, hein. C'est voilà, c'est vraiment le truc mainstream, mais la première saison en tout cas est géniale et là, en ce moment ils en sont à la troisième campagne, troisième saison et c'est toujours aussi bon, donc faut vraiment pas hésiter à y aller. Par contre, c'est long, hein. On parle de plusieurs centaines d'épisodes qui durent chacun 3 ou 4 heures, mais bon. Une fois qu'on tombe accro, on a tendance à vouloir tout regarder. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté encore plus addictif que des séries, alors que paradoxalement, j'imagine que c'est moins pensé pour être addictif. Mais oui, il y a quelque chose qui apporte de la proximité et ouais, il y a un vrai intérêt évidemment à l'actual play. Mais d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'une plateforme comme Let's Roll ne bénéficie pas aussi, c'est là aussi des sujets qu'on n'avait pas prévu d'aborder et c'est plus des réflexions que je jette en l'air. On n'est pas obligé d'approfondir le sujet ensemble, Jonathan, mais je me demande si le type de plateforme comme Let's Roll ne permet pas aussi de faciliter une diffusion en streaming. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me suis mis à jouer via Let's Roll avec des gens que je côtoie au quotidien. Hein, donc, je pourrais jouer sur table. Évidemment, les mesures sanitaires achèvent de convaincre que c'est bien aussi de jouer en ligne. Ça apporte une dimension supplémentaire d'avoir un outil qui gère beaucoup d'aspects un peu, entre guillemets, techniques du jeu. Mais c'est aussi une possibilité de diffuser une partie de jeu de rôle, si on le souhaite, sur Twitch de manière, ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, de manière super intuitive. Je pense que ça doit contribuer en tout cas à l'essor de ce type d'outil. Ouais, et puis c'est beaucoup plus facile à mettre en place avec une table de jeu virtuelle qu'avec une table physique, parce qu'une table physique, il faut des caméras de bonne qualité, il faut plusieurs caméras qui pointent sur chacun des joueurs, et même au-delà de ça, le jeu de rôle virtuel est plus simple à appréhender pour le public sur Twitch, parce que il suffit de cliquer sur voilà, je veux faire un jet d'athlétisme, je clique sur athlétisme, il y a les dés, il y a le résultat qui s'affiche tout de suite. C'est beaucoup plus fluide que de vraiment jeter les dés physiquement, faire le calcul à voix haute. Alors j'ai fait 17 plus 4, ça fait 21. Voilà, le jeu de rôle virtuel je trouve rend le streaming plus accessible. Même pour les joueurs, hein, quelque part, je pense que c'est un super média pour. Je parle des plateformes hein, comme Let's Roll. C'est une super plateforme pour aider à faire des initiations. J'ai fait une initiation j'ai fait une partie de jeu de rôle il y a de ça 15 jours maintenant sur Let's Roll où il y avait deux joueurs qui connaissaient, qui avaient déjà fait des parties, en particulier avec moi, et deux personnes qui ne connaissaient pas. Et honnêtement, je les ai briefés en 20 minutes. Quand tu sais ce que ça peut représenter, alors évidemment, je leur ai pas donné tous les détails de comment se gère un combat, etc. Les choses peuvent s'apprendre au fur et à mesure, mais quand même, la mécanique d'avoir ta feuille de personnage et de lancer des jets de dés qui correspondent à ces tests de compétences, je pense notamment à l'appel de Cthulhu, mais finalement c'est le cas de toutes les plateformes, de tous les systèmes de jeu qui sont intégrés. Il y a quelque chose d'hyper accessible, quoi. Donc ouais, franchement, ça aide beaucoup, je pense. On va mettre de côté un peu les aspects fonctionnels, puisque là, je pense qu'on a bien planté le décor de qu'est-ce que c'était que Let's Roll, quelle était un peu la philosophie autour du jeu de rôle en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse du projet de Let's Roll? Alors, un peu évidemment sur le plan logique, mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement dans Tech Café, sur le plan technique. Moi, j'ai suivi la mise en financement participatif de Let's Roll depuis le début, mais j'imagine que le projet remonte bien avant. Ouais, Let's Roll, c'est une idée que j'ai eue fin 2018. Au départ, j'étais tout seul sur le concept et j'ai commencé le développement tout début 2019 en m'y consacrant à plein temps en fait. J'avais quelques économies de travail de freelancer et puis j'avais droit au chômage qui a quand même énormément aidé. Et puis j'ai un associé qui m'a rejoint assez tôt dans le projet. Exerve, peut-être que tu connais, c'est un youtubeur. Il était rattaché au projet depuis assez tôt.
Et techniquement, en fait, j'ai commencé par, je savais que la technologie du futur dans les années à venir, c'était JavaScript et Node et donc j'ai commencé à regarder ce qui se faisait de ce côté-là. Et je suis tombé sur TypeScript, donc qui est un langage développé par Microsoft qui permet de compiler vers JavaScript et qui permet d'écrire en fait dans un langage plus évolué que d'écrire du JavaScript, mais dans un langage plus évolué que JavaScript avec des types, etc. Et en fait, j'ai choisi peut-être un peu à l'aveugle à l'époque de partir sur cette technologie, sur TypeScript. Et il s'avère que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises pour Let's Roll, parce que maintenant que le code représente des centaines de milliers de lignes, je suis très content d'avoir pris quelque chose de plus évolué que du JavaScript natif pour le développer. Ça veut dire, je fais une petite parenthèse, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évolutivité qu'il y a dans Let's Roll, elle serait pas la même, elle serait pas possible dans les mêmes conditions si tu avais utilisé d'autres méthodes de développement, d'autres langages? Ouais, si j'avais utilisé JavaScript natif, il y aurait, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup plus de bugs en fait, parce que TypeScript force à avoir un code relativement propre. Et en fait, ce qui se passe avec TypeScript, c'est qu'il compile vers JavaScript, donc il crée du code JavaScript à partir du code qu'on a fait. Et à la compilation, il vérifie toutes les erreurs. Donc en fait, ça permet, avant même de lancer son code dans le navigateur et de tester, ça permet de savoir s'il y a la moindre erreur en avance. Et ouais, c'est inestimable. Ok, ça oblige finalement à une certaine rigueur, quoi, de ce que je comprends aussi. Ouais, il faut bien tout typer à l'avance, il faut pas céder à la facilité, parce qu'il y a un type en fait qui s'appelle Any qui est un peu passe-partout, et il faut vraiment se forcer. Le piège. Ouais, il faut vraiment se forcer à utiliser les bons types partout, et en fait 3 ans plus tard, je me rends compte que ouais, c'est grâce à TypeScript que le code tourne aussi bien aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Et finalement, ce choix, est-ce que c'était un bon choix éclairé ou un peu de chance? Parce que j'ai l'impression que tu dis c'était le meilleur choix que j'avais pu faire. J'ai presque l'impression dans ta phrase qu'il y a un côté j'ai eu du pot, quoi, et j'avais pas réfléchi à ce que ça pouvait donner à long terme, et heureusement que j'ai choisi ce langage. Non, c'est quand même une stratégie que tu as eue à ce moment-là. Ouais, bah c'est un peu comme le choix de n'importe quelle librairie, c'est-à-dire on regarde un petit peu tout ce qui existe, on tâtonne le terrain, mais on peut jamais être sûr à 100% que ça va être le bon choix. Même en y passant plusieurs jours à regarder les différents détails. Le fait que ce soit Microsoft derrière, ça, c'était une certaine garantie quand même. Mais au-delà de ça, je pouvais pas savoir si ça allait aussi bien marcher en fait. Écoute, preuve en est faite en tout cas que les choix étaient les bons, effectivement. Je retiens aussi dans la réponse que tu me donnes que l'idée de départ, c'est la solution technique, si j'ai bien compris. Donc avec Exerve, après derrière vous avez j'imagine pensé le projet avec différents volets, sur un volet usage, sur un volet peut-être aussi modèle économique. Est-ce que c'est vraiment l'idée technique qui a été à l'origine de Let's Roll? C'est pas, ça aurait pu être l'inverse, tu vois, ça aurait pu être quelqu'un qui a dit bah tiens, aujourd'hui je trouve qu'il manque un outil qui est cette philosophie-là, c'est-à-dire un outil qui est gratuit sur tout son socle de jeu, sur lequel il y a des éléments cosmétiques, qui ne demande pas d'installation d'un applicatif, mais tout se passe sur le navigateur, et puis après d'avoir une recherche sur le plan du développement qui puisse nourrir cette ambition-là. Là, tu me confirmes que la genèse de Let's Roll, c'est une volonté presque sur le plan technique? Alors, il y a les deux plans. À la base, quand vraiment l'idée a émergé dans ma tête, il y avait rien de technique. C'était vraiment, je voulais une table de jeu qui soit complète, qui soit facile d'accès, c'est-à-dire que n'importe qui peut la prendre en main rapidement, et qui soit sur un modèle économique différent de tous les autres. En fait, de toutes les autres tables virtuelles, j'entends. En fait, j'ai un jeu vidéo que j'adore depuis très longtemps qui s'appelle Path of Exile, qui est basé sur ce modèle économique-là, un peu free-to-play, où en fait n'importe qui peut télécharger et jouer au jeu autant qu'ils veulent, sans aucune restriction. Et si on veut apporter son soutien au projet, on peut acheter une belle skin de personnage, ou des jolis gants, des jolis bottes, etc. Et en fait, je voulais baser le modèle économique de Let's Roll
calquer un petit peu ce qui se faisait sur Path of Exile à l'époque. C'est quelque chose qui est plutôt communément répandu. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui vont penser spontanément à des jeux comme Fortnite, par exemple, où finalement, c'est vrai, je me rends compte, hein, moi qui ai un fils de 10 ans aujourd'hui, alors, je vous confirme au passage, hein, je vous fais une parenthèse que Fortnite est très très installé dans les bases utilisateurs des enfants de CM1, CM2 au passage, et que c'est un jeu qui est accessible évidemment gratuitement, où après on peut avoir des mécaniques cosmétiques. Je vous apprends évidemment rien, mais cette philosophie-là, je la trouve finalement très intéressante parce qu'elle permet de démocratiser un jeu au plus grand nombre. Il n'y a pas cette barrière à l'achat au départ. Et je pense que dans Let's Roll, ça se sent encore moins que dans d'autres jeux, moi que j'ai pu connaître sur ce format-là, parce que vraiment, mis à part cet aspect rendu des fenêtres, rendu de cadres, rendu des dés pour les joueurs, c'est vraiment pas des choses qui sont bloquantes. Et en plus, les coûts engendrés, si jamais on joue souvent à Let's Roll, à différents jeux de rôle, on a envie de passer à la caisse parce qu'on se dit au bout d'un moment j'ai envie de m'acheter des nouveaux jeux. C'est vraiment des choses qui restent, je trouve, hyper accessibles et qui ne dénaturent pas le jeu du tout, quoi. Top. Et donc du coup, aujourd'hui, vous êtes combien derrière Let's Roll ? Alors, on est 3 associés. Disons qu'il y a Exerve qui est toujours dans les associés, mais il est plus actif. Il y a Benjamin Dibling, donc qui s'occupe du marketing et des partenariats, etc. Il y a William Marc-Antonio qui s'occupe du design, et il y a moi qui s'occupe de la direction et du code. D'accord. Et donc, ça confirme, c'est bien toi qui développes seul un outil pareil, ce qui, moi, vu de l'extérieur, mais je suis évidemment pas expert, hein, mais ça me paraît titanesque comme travail. Ça me paraît complètement dingue. C'est une plateforme qui aujourd'hui doit nourrir, bon, je sais pas combien d'utilisateurs en simultané, mais ça doit tenir la charge, ça doit permettre une certaine évolutivité. Il y a ce fameux system builder qui permet de s'ouvrir à des mécaniques de jeu différentes. C'est complètement dingue, je trouve, comme challenge. Est-ce que c'est quoi le secret pour qu'une personne arrive à développer ça seule ? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce que ça demande certaines baguettes magiques que tu as réussi à t'approprier ? Honnêtement, je pense qu'il faut quand même une certaine expérience de développeur pour arriver à développer un projet de cette envergure, et il faut avoir de l'expérience sur des gros projets. Donc voilà. L'expérience que tu évoquais tout à l'heure, elle a été évidemment très précieuse, j'imagine, pour Let's Roll. Ben voilà, j'avais déjà développé des projets qui demandaient du fort trafic, puis c'était des projets voilà d'un an, 1 an et demi de développement. Donc quand j'ai commencé Let's Roll, j'avais déjà des bases pour savoir comment concevoir tout ça un peu en avance. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est qui conçoit les fonctionnalités et en particulier votre roadmap ? Alors je vous donne un petit élément aussi en coulisses, hein, c'est que ça paraît pas comme ça, mais Jonathan, au-delà de répondre de temps en temps à des propositions de podcast, il est sur le serveur Discord de Let's Roll, et moi j'avoue que j'apprécie aussi le fait qu'il y ait cet espace d'échange et de discussion qui permet de suivre déjà les usages des utilisateurs, hein, avec la petite rubrique screenshot qui peut donner envie d'ailleurs, qui peut donner des éléments d'inspiration, mais donc aussi le suivi des évolutions technologiques, enfin les évolutions même d'un point de vue des fonctionnalités, que ce soit les corrections de bugs, et je reconnais que ça aussi c'est quelque chose qui me plaît énormément, moi, c'est de pouvoir suivre ça sur le Discord. Top. Écoute, tu nous as dit tout à l'heure un petit peu quel langage tu avais retenu pour le développement de Let's Roll. Est-ce que c'est possible que tu nous fasses une feuille de route dans les grandes lignes, mais assez complète quand même, des technologies qui sont utilisées pour Let's Roll ? Ouais, donc la base de tout, c'est Node. Donc Node, c'est le moteur V8 de Google qui a été converti pour tourner sur des serveurs, pour résumer très très basiquement. Donc ça permet de créer des sites et des applications temps réel côté serveur en JavaScript. Et tout ça donc est codé en TypeScript de mon côté, donc qui compile vers JavaScript après. D'ailleurs, TypeScript, c'est ce qui est assez génial, c'est que ça permet de coder pour le navigateur, donc côté utilisateur, mais ça permet aussi de coder côté serveur en fait, puisque au final, du moment qu'on compile vers le JavaScript, peu importe où le code est utilisé. Donc ça permet de faire des choses assez cool, comme par exemple partager certaines données.
Par exemple, j'ai un projet avec des données qui sont partagées entre les applications côté serveur et les applications côté utilisateur. Comme ça, je m'assure que mes interfaces, par exemple, sont toujours synchronisées entre les deux. Bref, comme autre technologie, il y a pour commencer avec le plus simple, il y a SAS qui permet de faire des feuilles de style. C'est tout ce qui permet d'habiller le site. Et SAS, c'est un peu le même principe que TypeScript en fait, puisque SAS compile vers CSS. C'est une espèce de surcouche qui permet d'utiliser des variables, d'imbriquer des propriétés, etc. Et en fait, encore une fois, ça a été une excellente idée de l'utiliser, puisque t'as dû voir que récemment on a sorti des feuilles, des skins de table qui changent toute l'interface de la table. Et en fait, sans SAS, ça aurait été un enfer. Et là, avec SAS, c'est quelques centaines de lignes à modifier, quelques variables à changer. Et bon, évidemment, ça demande quand même pas mal de boulot, mais c'est 1000 fois plus simple que si on était parti sur CSS directement. Ok, donc ça facilite aussi la proposition de la part d'expériences graphiques quand on veut personnaliser un peu l'interface. Du coup, l'implémentation se fait plus simplement. Du coup, c'est peut-être plus facile aussi pour tester, j'imagine, des rendus graphiques. Mais... Ouais, au niveau base de données, on en utilise plusieurs. On utilise MariaDB, donc qui est une base de données MySQL relativement traditionnelle. C'est une base de données relationnelle. Donc qui permet de lier les tables entre elles. Donc par exemple, un utilisateur peut avoir plusieurs tables sur lesquelles il joue, ou il peut avoir plusieurs personnages et ainsi de suite. Les données sont connectées les unes entre les autres. Mais le problème de ce genre de base de données, c'est que elles peuvent pas encaisser une charge trop énorme. Donc par exemple, il y a de très nombreux jets de dés qui sont faits sur Let's Roll. À chaque partie, il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de jets de dés qui sont faits. Pour chaque partie, oui. Et donc toutes les parties cumulées, ça doit faire énormément d'appels en même temps, j'imagine. Voilà, on parle de millions de jets de dés faits régulièrement. Et donc ça, MariaDB est moyennement capable de l'encaisser. Donc on utilise une base de données qui s'appelle Cassandra. Et qui permet, c'est une base de données beaucoup plus simple, à plat, qui permet de faire des requêtes beaucoup moins, disons, avancées que MariaDB, mais qui, elle, peut encaisser des milliards et des milliards de lignes. Donc c'est ce qu'on utilise sur certaines bases. Et on utilise aussi Elasticsearch, qui s'appelle depuis peu OpenSearch, qui est en fait une base de données de recherche full text. Donc ça permet par exemple quand on cherche un produit dans le shop, de taper le nom du produit et d'avoir immédiatement une liste de résultats filtrée par tag ou triée par popularité, etc. Je recommande Elasticsearch. Par contre, juste un petit conseil, il ne faut jamais avoir ces données finales dans Elasticsearch. C'est-à-dire que toutes nos données sont soit stockées dans MariaDB, soit dans Cassandra, et après on construit l'index Elasticsearch à partir de ces données. Mais ça veut dire que si jamais un jour il y a une corruption de nos données dans Elasticsearch, c'est pas un problème, on peut reconstruire l'index à partir des sources de vérité qu'on a déjà. Ok. Est-ce que c'est Elasticsearch qui est exploité quand je vais chercher parmi les monstres et les PNJ que j'ai créés dans ma table de jeu, j'ai le petit champ filtre de mémoire qui me permet d'aller chercher. Je pense que c'est Elasticsearch aussi qui est exploité là-dessus. Ouais, tout à fait. Juste deux derniers trucs. Au niveau de l'infrastructure, on tourne sur du cloud. Donc c'est des serveurs virtuels hébergés chez AWS. Donc c'est le service cloud d'Amazon. On en a une partie qui est chez Google Cloud, mais qui va migrer bientôt. Donc c'est extrêmement pratique. Avant jusqu'à la bêta, en fait, on était sur des serveurs classiques. Des serveurs dédiés, voilà, d'accord. Des serveurs dédiés. Et en fait, depuis que j'ai goûté à la flexibilité d'Amazon Cloud,
d'AWS, je peux plus m'en passer, c'est tellement pratique. Et en cas de charge, on peut régler la puissance des serveurs en quelques clics. Enfin bon, c'est vraiment génial. Et t'es pas le seul à me dire ça, hein. J'ai énormément de petits retours de ce type-là parce que bon, alors je fais partie de la vieille école. Moi, j'ai encore un serveur dédié pour des usages, mais bon, je sens bien que je touche des doigts les limites de la modernité et que une autre ère s'est ouverte parce que effectivement, ça offre une souplesse pour dimensionner la charge qui est assez dingue. Il y a aussi un certain nombre de contraintes qu'il doit y avoir pour les serveurs dédiés qu'on n'a pas sur des services comme AWS. Donc oui, j'imagine que au-delà d'une certaine criticité de charge, il y a besoin de ressources telles que celles d'AWS. En fait, je suis même étonné que pendant un temps, Let's Roll ait pu tourner sur autre chose. Finalement, votre serveur dédié, votre environnement dédié devait être sacrément costaud, j'imagine. Ouais, alors en fait, il y a vraiment deux écoles, hein. Il y a des gens qui restent totalement sur les serveurs dédiés, notamment parce que pour les très grosses infras, avec vraiment des gens qui sont là en permanence à maintenir l'infrastructure, et ben les serveurs dédiés, le bare metal, c'est moins cher en fait, parce que le cloud, ça coûte 2 à 3 fois plus cher pour la même puissance. Donc en fait, le truc c'est que nous pour Let's Roll, ça nous aurait coûté plus cher d'avoir des gens qui font la maintenance et qui s'occupent des backups et de la montée en charge et tout de nos serveurs, plutôt que de laisser AWS s'occuper de tout en fait. Donc c'était un choix aussi économique. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour sur les technos? Je sais pas si tu as d'autres choses à nous lister. Si par exemple tu as des éléments en matière toi de gestion de ton code, d'historisation des bugs, d'évolution des fonctionnalités. Je sais pas s'il y a d'autres technos que tu peux nous citer, ou d'autres services que tu utilises. Pour le suivi des bugs et des suggestions de la communauté, on a quelqu'un de l'équipe qui travaille en freelance avec nous, qui s'appelle Dizay, qui est canadienne et qui nous permet d'avoir une présence la nuit sur le serveur Discord aussi, qui remonte en fait tous les bugs et toutes les suggestions qui sont faites sur Discord ou sur les forums de Let's Roll, et qui les remonte dans un outil qui s'appelle UTrack, qui est un outil JetBrains. Et à partir de là, elle peut assigner, ou alors moi j'assigne des priorités aux différents bugs et on les corrige, je les corrige au fur et à mesure qu'ils arrivent. Okay. Au niveau technologie, il y a juste une technologie sur laquelle j'ai commencé à travailler il y a pas très longtemps, qui est WebGL, parce que en fait c'est la technologie qui permet d'afficher vraiment la carte, tu sais, là où tu zoomes, où tu places tes tokens, etc. Avant on utilisait les canevas, qui sont une méthode HTML qui permet de dessiner et de mettre des images dans un container, on va dire. Et en fait, je suis en train de convertir le moteur de jeu pour passer par WebGL, qui en fait triche un petit peu. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quelque chose qui est fait pour afficher des éléments en 3D. Donc par exemple, si quelqu'un veut faire tourner Quake dans son navigateur, je suis sûr que ça existe d'ailleurs, il va utiliser WebGL. Mais en fait, là, il triche un petit peu, il l'utilise pour afficher des éléments en 2 dimensions. Donc ça permet d'utiliser les capacités du GPU, de la carte graphique, pour avoir un rendu 2D. Et donc avoir beaucoup plus de puissance à disposition et avoir un affichage plus fluide. Et ce qui doit soulager, du coup, j'imagine, le processeur in fine, quand on a des trucs qui prennent vachement de ressources. Du coup, ça doit tourner de manière peut-être un peu plus fluide, quoi. Top. Alors, je me rends compte, donc mea culpa, Jonathan, je suis pas allé au bout de ma question puisque j'y ai mis une interminable parenthèse juste avant, mais c'est parfait parce que ça va nous servir de transition pour la suite. J'étais en train de te demander qui conçoit le jeu, enfin, en gros, qui définit les nouvelles fonctionnalités qui sont prévues dans la roadmap. Est-ce que vous avez une organisation en particulier? Comment est-ce que vous arbitrez le temps que va prendre le développement de telle ou telle fonctionnalité? Comment vous organisez là-dessus? C'est plutôt collégial, c'est-à-dire qu'on est les 3 associés actifs du projet. On se réunit régulièrement, donc au moins une fois par semaine, et en fait on discute quasiment tous les jours sur Discord. On discute donc quelles sont les prochaines priorités à faire. Moi après j'assigne une durée et on voit si ça peut rentrer dans le planning ou pas. Voilà, il y a pas de grand secret là-dessus. Ça marche. Du coup, il y a
une fonctionnalité qui est attendue de la part de plein d'utilisateurs, qui est, je crois, en cours de développement. Hein. Je crois que t'as vraiment retroussé tes manches activement ces derniers jours sur le sujet, si j'en suis les échanges sur Discord. C'est la gestion de la collision de lumière. Alors peut-être pour rendre les choses tangibles pour les personnes qui nous écoutent. Alors je reconnais que c'est pas facile de décrire quelque chose d'aussi visuel à l'audio, mais imaginez-vous que vous avez une carte vue de dessus, que vous avez des murs et que vous avez des lumières, et ces lumières sont du coup projetées, mettons, dans la pièce que vous avez dessinée, mais ça va être bloqué par les murs, et par exemple la lumière va pouvoir ressortir à l'endroit où, disons, il y a une porte par exemple. Et évidemment tout ça de manière dynamique, c'est quelque chose qui est très appréciable et qui est assez immersif, je pense, et c'est quelque chose qui était défini tout de suite comme étant quelque chose qui arriverait dans Let's Roll, si je dis pas de bêtises, mais c'est quelque chose qui n'était pas encore disponible, et je crois que tu es activement en train de développer le sujet, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, ce dont je parlais à l'instant, le WebGL, est la première étape pour arriver à faire l'éclairage dynamique. Alors effectivement, c'est assez difficile à mettre en place, et je t'avoue que c'est là que, par exemple, mon manque d'éducation académique me pêche beaucoup, parce que c'est quelque chose de programmation 2D qui est en fait très mathématique, et bon, les maths, j'y connais quasiment rien. Donc heureusement, il y a déjà des librairies qui existent, qui font l'éclairage dynamique, desquelles je peux m'inspirer. Mais sans ça, je t'avoue que j'y arriverais, hein, mais ce serait probablement très peu optimisé. Non, mais j'imagine que c'est l'enjeu permanent finalement de tout ce que tu développes, c'est que quand on regarde sur le papier ce qui est disponible dans Let's Roll, bon, j'imagine qu'il y a plein de méthodes de le développer, mais il faut quand même toujours avoir en ligne de fond cette exigence de faire tourner ça sur un navigateur pour le plus grand monde possible, et que ce soit extrêmement optimisé. J'imagine effectivement que c'est assez crucial dans l'ensemble des développements. Ok, peut-être pour commencer à conclure, parce que pour conclure un petit peu cet échange, Jonathan, j'aimerais bien que tu puisses nous dire, alors ce que je trouve vraiment très ambitieux, c'est que tu aies pu avoir développé tout Let's Roll tout seul, mais ça donne, Let's Roll, quelque part, quand on le regarde, ça donne le sentiment qu'avec un peu d'organisation, un peu de bon sens, un peu d'intelligence, on peut réaliser de manière viable et excuse-moi, je mets des grosses pincettes, mais sans trop de temps, des projets qui semblent pharaoniques, parce que je dis pas trop de temps, mais ça fait quand même maintenant des années que tu travailles dessus, mais presque impossible. Est-ce qu'il y a des limites, selon toi, à cette approche? Et je parle pas forcément de développement web, mais de développement de quelque chose de colossal, en tout cas que je considère être aussi colossal que Let's Roll. Est-ce que tu identifies des facteurs clés de succès, des choses qui font que pour toi c'est plus facile? Clairement, l'expérience de l'équipe a été un énorme plus, parce que William, lui aussi, ça fait 15 ans qu'il fait du design, et il est extrêmement compétent, et il sait comment travailler avec des développeurs en plus. Donc ça a été un gain de temps énorme. Pareil avec Benjamin qui est dans le milieu du jeu de rôle depuis qu'il sait marcher, basiquement. Donc avoir des gens qui ont un minimum d'expérience, c'est sûr que pour des projets de cette envergure, c'est très important. Après, les limitations, je dirais que aujourd'hui, la principale limitation, c'est d'être le seul développeur, c'est que je peux pas paralléliser. C'est-à-dire que, par exemple, alors moi, je suis vraiment avocat de un développeur sur une seule tâche. Je pense que mettre 2 ou 3 développeurs sur la même tâche, ça marche pas. J'ai d'ailleurs un dicton que je ressors régulièrement. C'est ce que un développeur peut faire en un mois, 2 développeurs peuvent faire en 2 mois. Ok. Parce qu'en fait, le développeur, il a besoin d'être concentré tout seul sur un truc, à mon avis. Enfin bon, c'est que mon avis, mais ça s'est révélé vrai dans la plupart de ma carrière. Oui, et puis tu peux peut-être prendre des initiatives. Si jamais tu bosses avec quelqu'un sur le même sujet, j'imagine que ça t'oblige à avoir une forme de rigueur et d'organisation sur le partage de ce que tu fais, qui est assez probablement chronophage. J'imagine qu'il y a des méthodes d'organisation pour ça, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, donc en fait, s'il y avait d'autres développeurs sur Let's Roll, par exemple, ce serait un développeur qui serait dédié à l'application mobile. Mais en l'état actuel, je vais être obligé de m'en occuper. Donc ça veut dire que le développement arrivera quand j'aurai fini les choses qui passent avant, quoi.
Donc ouais, c'est la grosse limitation que je vois actuellement. C'est que forcément le développement est ralenti tant qu'on peut pas embaucher soit des freelances, soit employer des personnes pour le développement. Et c'est déjà dingue ce que vous arrivez à faire. En fait, c'est pleinement jouable. Hein. Je dis pas jouable. Il faut pas percevoir ce mot de jouable comme étant correct. C'est vraiment hyper immersif de la part des personnes qui ont pu participer à des parties avec moi. Ils sont convaincus. Quand on voit les retours sur Discord ou ailleurs, on se rend bien compte que c'est extrêmement satisfaisant. Donc, en tout cas, chapeau. Un énorme boulot que tu as pu mener, que vous avez pu mener et qui facilite l'appropriation du jeu de rôle par le plus grand nombre. Donc, écoute, c'est l'occasion de te dire un grand merci pour ce boulot, Jonathan. Écoute, on va pouvoir conclure. Alors, sauf à s'il y ait des choses qu'on n'ait pas pu aborder qui te viendraient à l'esprit et que tu voudrais absolument porter, mais sinon, je serais ravi que tu puisses nous dire, comme le veut la tradition dans le podcast, où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel, Jonathan. Ouais, alors je fais pas trop tourner mes réseaux sociaux, mais si vous voulez venir me parler, vous pouvez venir sur le Discord de Let's Roll et je serai dans le staff tout en haut à droite. Et on te retrouve effectivement assez rapidement dans les réponses aux messages qu'on peut mettre dans Discord et on sent qu'il y a effectivement une proximité qui là aussi contribue à faire plaisir pour un outil de cette taille. Tu vois, on n'est pas derrière une mécanique où on a des formulaires à envoyer pour joindre le staff et espérer avoir une réponse un jour. On a aussi ce plaisir de l'interaction de la communauté sur Discord qui est très satisfaisant. Merci infiniment, Jonathan, de m'avoir consacré ce petit moment qui permet d'avoir, je pense, un aperçu de ce que peut être un tel projet, qui est nécessairement un peu atypique, mais je pense qu'il y a plein d'enseignements à en tirer. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.